Louis descendait les marches d'un escalier qui le menait progressivement bien en dessous du niveau du sol. Un chandelier éclairait son visage impassible d'une lueur dansante. Arrivé au dernier sous-sol, 2 gardes s'inclinèrent à son arrivée. Sans qu'il dise un mot, ils s'empressèrent de lui ouvrir la lourde porte qui barrait l'accès. Un peu angoissé, il se retrouva face à une grande salle. La lumière qui émanait du plafond éclairait la nudité des murs. Il éteignit les bougies de son candélabre dorénavant inutiles. Un homme assis semblait l'attendre en souriant. Louis s'approcha et fit une révérence. Il s'assit à son tour. L'autre le regardait avec bienveillance. Il parla le premier. « Comment va votre majesté aujourd'hui ?» Son interlocuteur réajusta sa perruque et répondit sur le même ton courtois. « Fort bien, maître. Je suis heureux d'avoir l'occasion de parler avec vous de notre code de l'architecture. Celui-ci avance à grands pas, comme vous l'avez souhaité. » Le visage de l'inconnu exprima un profond contentement. Avant qu'il relance, « J'ai voulu vous rencontrer ici. Nous nous trouvons exactement 17 mètres sous le centre de la cour carrée du Louvre. Je sais que vous avez beaucoup œuvré dans vos travaux d'architecture pour donner à cette cour ses dimensions définitives. » « C'était votre souhait, » répondit Louis XIV, qui ne se permettait jamais un mot déplacé devant l'inconnu. « Le palais du Louvre est dorénavant impliqué dans plusieurs alignements de monuments, comme vous l'avez demandé. » Une ligne qui part du croisement des canaux de Versailles jusqu'à venir toucher le centre de la cour carrée du château du Louvre passe sur le dôme des Invalides. Or, c'est le même roi, Louis XIV, qui a commandité les travaux dans le grand parc de Versailles. C'est lui aussi qui a demandé que l'on bâtisse l'hôtel des Invalides, avec la fameuse chapelle royale, couronnée de son dôme doré. C'est encore Louis XIV qui a donné sa forme définitive à la cour carrée. Quelques années plus tard, son successeur, Louis XV, va établir une autre ligne. Elle part du château du Grand Trianon, dans le parc de Versailles encore. Elle passe sur le pavillon français, sur le Petit Trianon, sur le Temple de l'Amour. Et 18 kilomètres plus loin, elle va toucher le centre de la cour carrée. Le monarque tout-puissant regardait l'inconnu comme il aurait contemplé un dieu descendu sur la terre. Il ajouta: « À l'époque de mon grand-père Henri IV, son épouse, Marie de Médicis, avait fait bâtir le palais du Luxembourg. Les architectes avaient orienté ce château vers la cour carrée pour bien montrer l'importance de celle-ci. J'ai demandé la création de l'Observatoire de Paris afin de recueillir des données astronomiques, ce qui permet d'améliorer les cartes de navigation. Cet observatoire a donné un coup de pouce à des sciences comme la géodésie et la cartographie. Avec notre groupe d'architectes, tous initiés à nos secrets, nous avons intégré l'Observatoire de Paris au canevas global. Ainsi, ce bâtiment est aligné avec la cour carrée et le palais du Luxembourg. » L'inconnu réagit aussitôt. « En tant que représentant de l'Alliance, je ne peux que me réjouir au sujet du dévouement que vous mettez à appliquer nos directives. Ainsi, le plan concernant votre planète se déploie-t-il comme il faut. Nous n'interférons que peu dans le déroulé global des événements de la Terre. Nous exigeons simplement de vous que la grande architecture comporte un codage que nous vous imposons. Cette entreprise souterraine est en cours depuis la nuit des temps. Elle prépare la grande révélation qui viendra bientôt sur la Terre. Déjà à l'époque de la construction des grandes cathédrales gothiques, nous étions là pour vous guider. C'est ainsi que les cathédrales d'Amiens et de Bourges sont très précisément alignées avec la cour carrée du Louvre, dans sa forme d'aujourd'hui. Encore une fois, Louis, c'est vous qui avez donné son ampleur définitive à cette cour. Notre action cachée se prolonge toujours avec cohérence, ce qui nous assure d'arriver à nos fins. Nous œuvrons de siècle en siècle. Le code de l'architecture doit être parfait. Vers l'an 1200, le roi Philippe Auguste fit bâtir le premier château du Louvre, à l'emplacement de la future cour carrée. Par la suite, Charles V continua les travaux. De monarque en monarque, d'agrandissement en agrandissement, le palais du Louvre deviendra le plus grand château d'Europe. Louis enchaîna. Mon jardinier, André Le Nôtre, a tracé un axe qui va être important.
il a dessiné le jardin des Tuileries ainsi que les Champs-Élysées en pleine campagne. La perspective en est fort jolie. L'inconnu sourit malicieusement. Vos successeurs, Louis, compléteront cet alignement, que l'on finira par appeler l'axe historique de Paris. Nous autres, de l'Alliance, avons une certaine connaissance du futur. C'est pourquoi je sais qu'un futur roi de France, qui s'appellera Napoléon Ier, fera bâtir 2 arcs de triomphe. Un à une extrémité des Champs-Élysées, l'autre à côté du Louvre. Ce sera l'arc de triomphe du Carrousel. Plus tard, une immense place sera créée sur l'axe historique, la place de la Concorde. Elle comportera un obélisque ramené d'Égypte qui sera placé exactement sur la ligne. Plus tard encore, un autre roi, François Mitterrand, ajoutera une immense porte, la Grande Arche de la Défense, exactement sur la ligne. Et bien sûr, comme par hasard, cet axe historique coupe la cour carrée du Louvre. Les 2 hommes restèrent un instant silencieux. Le roi a fixé le visage de l'inconnu. Il se demandait comment celui-ci pouvait constamment exprimer une sorte de sérénité parfaite. Il aurait tellement aimé présenter cet homme étrange à toute la cour, mais ce n'était pas possible, il le savait. L'étranger tenait à rester dans l'ombre, inconnu de la foule. Il tirait les ficelles de l'architecture, mais dans l'ombre. Le pacte prévoyait qu'un cénacle de personnes triées sur le volet puissent visiter les salles secrètes. Ce privilège était accordé à tous ceux qui travaillaient à la mise en place du code. Leurs épouses étaient autorisées à les accompagner. Il y avait donc un large cercle d'initiés qui partageaient les mêmes secrets. La seule restriction qui était demandée était de garder un silence absolu. L'étranger avait été très clair. En cas de non-respect de cette clause de confidentialité, il y aurait des sanctions très dures. Comme s'il avait suivi le fil de la pensée du roi, l'inconnu déclara « Ainsi nos activités communes resteront secrètes jusqu'au temps où tout sera dévoilé publiquement. Ce sera quand l'homme de la terre sera digne de réceptionner le legs des anciens. » Depuis des temps immémoriaux, le site de la cour carrée du Louvre est dépositaire de l'héritage de l'Atlantide. Le dépôt de machines que les Atlantes avaient créé avec ingéniosité attend depuis des millénaires l'heure de sa divulgation. Celle-ci ne va plus tarder maintenant. À l'heure du grand rendez-vous, après l'an 2000, les messages que nous avons laissés seront décodés, ce qui permettra de mettre au jour le trésor. Louis inclina la tête sur le côté en faisant un clin d'œil. Il savait déjà tout cela. 3 siècles plus tard, l'inconnu se trouvait dans la même salle. Son visage exprimait la même bonhomie teintée de gravité, il n'avait pas vieilli. Sur le siège qui lui faisait face était assis un homme de 70 ans, les traits tendus, le regard perçant. Il s'efforçait de présenter à l'étranger une apparence décontractée. Celui-ci le questionna. « Alors François, votre présidence commence-t-elle sous de bons augures ? Vous savez, dans la mêlée politico-médiatique, je m'efforce de faire voter des mesures sociales dont je puisse être fier. Et alors, vous avez des projets d'architecture qui vous tiennent à cœur ? Oui, je vais lancer quelques grands travaux qui feront date. C'est très bien. Le code sera-t-il intégré à ces nouveaux monuments ? Bien évidemment, je vais lancer progressivement la construction de 8 sites architecturaux. Ils donneront l'impression d'être chacun autonome. Ils formeront pourtant un ensemble articulé qui aura pour but d'indiquer discrètement la cour carrée. Il y aura une porte gigantesque à la Défense, la Grande Arche. Il y aura une bibliothèque qui prendra la forme de 4 tours. Elle sera la plus grande de France. Un espace extérieur du palais royal sera agrémenté de colonnes qui sortiront du sol. Ce sera le double plateau, aussi appelé les colonnes de Buren. Je ferai construire 2 pyramides au musée du Louvre, dont une inversée. Je veux bâtir un nouvel opéra près de la place de la Bastille, et aussi un petit monument des droits de l'homme. Une grande sphère qui sera comme un immense miroir, on l'appellera la Géode. Et pour finir, je ferai placer à Rambouillet une sculpture dans laquelle j'apparaîtrai personnellement. Ce sera la barque solaire. Je laisserai deviner une ambiance ésotérique que l'on n'arrivera pas à cerner précisément. Il faudra pour cela entrer dans le décodage prévu.
L'ensemble sera un jeu de pistes permettant d'arriver à la cour carrée. La façon simple de procéder sera de tenir compte de l'orientation des monuments. Il faudra partir de la grande arche, la porte d'entrée. Elle sera orientée vers la bibliothèque, qui elle-même sera orientée vers les colonnes de Buren, qui seront orientées vers la pyramide du Louvre, qui sera orientée vers la pyramide inversée, qui elle sera orientée vers la cour carrée, le lieu terminal. L'inconnu fit semblant de découvrir le projet et s'extasia joyeusement. Excellent, ce sera comme un jeu intellectuel simple et rigoureux. En plus, l'axe des deux pyramides se prolongera vers l'Opéra Bastille en le touchant juste par une extrémité, comme pour dire « Ok, la ligne doit s'arrêter avant, c'est-à-dire à la cour carrée ». François Mitterrand écarta ses deux mains ouvertes devant lui, en souriant, en un geste d'évidence. Il ressemblait à un écolier timide qui récite sa leçon devant le professeur. Ce projet utilisera aussi des alignements pour pointer inexorablement vers la cour carrée. L'axe Grande Arche, Grande Bibliothèque sera essentiel. Il croisera deux monuments importants, l'église Saint-Sulpice et le Panthéon. La géode sera placée de façon à être à égale distance de Saint-Sulpice et du Panthéon. Cela montrera que ces deux monuments sont volontairement inclus dans notre dispositif. Ils indiqueront la cour carrée de la façon suivante. Si on trace une ligne du Panthéon vers le centre de la cour carrée, elle touchera les colonnes de Buren. Et tout simplement, l'église Saint-Sulpice est en face de la cour carrée. Le président s'arrêta de parler, car l'inconnu avait ouvert la petite mallette qui était posée près de lui. Il en avait extrait un petit objet que François ne reconnut pas, de forme rectangulaire et ultra plat. L'étranger tapota du bout des doigts sur la chose avant de la montrer à Mitterrand. Vous voyez, chez nous, nous bâtissons des tours de cette forme-là. Une photo était visible sur l'écran, celle d'une haute tour au plan en forme d'équerre. Le président ne l'oublierait pas. Si nous revenons à l'axe historique de Paris, nous constatons que la Grande Arche de la Défense a été placée exactement sur son tracé. À l'autre extrémité de la ligne, le château du Louvre n'est que imparfaitement sur cette ligne, parce qu'il est un petit peu désaxé. C'est-à-dire que l'axe historique arrive en diagonale. Anciennement, les bâtisseurs ont fait semblant de rater la perfection de cette ligne, pour ne pas dévoiler trop facilement l'importance du Louvre. Nous placerons l'arche de la Défense de façon à ce qu'elle indique le centre de la cour carrée, par une ligne qui viendra toucher le centre de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Ce petit monument est tout à côté de la cour carrée. Nous avons pensé que cet alignement contenait une faiblesse du fait qu'il pouvait apparaître comme étant simplement dû au hasard. Aussi, notre plan intègre un alignement qui valide l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois en tant que pièce de puzzle importante. Une ligne qui partira du centre de la bibliothèque vers cette église survolera la croisée du transept de Notre-Dame. Nous avons pensé à valider cette cathédrale, elle aussi, pour montrer qu'elle appartient bien à notre affaire. Une ligne partant de la barque solaire qui viendra toucher le centre de Notre-Dame passera par le palais du Luxembourg, précisément sur l'hémicycle du Sénat. Justement, moi, François Mitterrand, j'ai été sénateur. Et bien sûr, le palais du Luxembourg fait face à la cour carrée. À noter que la barque solaire est à égale distance du palais du Luxembourg et de l'église de Saint-Sulpice. Ainsi, cette église de Saint-Sulpice est recoupée une nouvelle fois pour qu'on ne puisse pas douter de son importance dans le canevas. Et ce n'est pas fini puisque le monument des droits de l'homme est à égale distance de Saint-Sulpice et de la pyramide inversée. Ce monument des droits de l'homme est à égale distance du centre de la cour carrée et des colonnes de Buren. Il a été créé un ensemble homogène dans lequel les notions d'orientation et d'alignement sont les clés de compréhension. Les différents sites architecturaux se tiennent les uns les autres. La cour carrée du Louvre est la finalité évidente. C'est là où a été entreposé le trésor, en sous-sol. Il s'agit de l'héritage de l'Atlantide.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner. En suggestion de vidéo, nous vous proposons de vous rediriger vers la dernière vidéo de Didier Qualac, qui traite de ce même sujet de manière beaucoup plus détaillée. N'hésitez pas à cliquer si vous voulez en apprendre davantage.